Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto du S5 Mark II X où j'innove un peu, je vais faire un tuto un petit peu plus intéressant dans le sens où je vais pas juste parler des fonctions dans les menus, je vais faire des liens et vous parler de tout ce qu'il y a d'intéressant pour connaître son boîtier en vidéo, le S5 Mark II X, et pouvoir mieux l'utiliser pour commencer. Ça n'ira pas sur toutes les fonctions, c'est surtout de la personnalisation et comment vous aider à aller plus rapidement dans les fonctions que vous voulez directement. Donc on va commencer tout de suite en allant dans le menu. Alors le seul truc qui est un petit peu dommage chez Panasonic, bon je vais essayer de le placer par ici si j'arrive à faire un recadrage spécifique sur ça, c'est qu'on n'a pas en plein écran l'affichage qu'on va voir. Donc je pourrais grandir l'affichage, donc on verra ce qu'on va faire avec ça, surtout que ici il doit être en 4K, donc ce qui est plutôt pas mal au final, donc je pourrais le grandir à désir, mais du coup il s'affiche avec voilà ce que vous auriez dans le champ, même si c'est pas très intéressant, donc je ne l'affiche pas. Et donc voilà, vous voyez ici, on est dans le menu de choix de mode personnalisé, dont on reparlera un petit peu plus tard. Donc je vais passer directement en paramètres d'image 1, donc vous avez le mode d'exposition. On n'a pas de mode d'exposition flexible, c'est un petit peu dommage, donc là on va avoir nos choix PASM, puisque comme on a une molette avec le mode vidéo, on ne peut pas au final sélectionner le mode PSAM directement sur la molette, ce qu'on pourrait faire sur un appareil photo comme le Sony A7 IV qui a son mode vidéo séparé de la molette. Mais du coup ici voilà, c'est pas compliqué, vous allez dans les menus, c'est le premier onglet disponible et au pire vous pouvez vous faire votre petit menu personnalisé avec à l'endroit où il y a le petit bonhomme qui est marqué en dessous. Le style de photo c'est vlog, donc ce qui va être intéressant c'est qu'on va appliquer directement un lot d'affichage pour pouvoir enregistrer comme on veut, mais aussi on a le mode lot temps réel. Par exemple si vous voulez faire du live streaming et que vous êtes habitué d'utiliser le vlog, moi c'est une tannée par exemple avec le Sony de devoir exposer différemment puisque je surexpose le log et après mon lot permet de ramener l'exposition comme il faut et d'avoir les bonnes couleurs et tout ça, le bon contraste et tout ça. Là, je peux le faire directement sur le Panasonic, et d'ailleurs, je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Le seul souci, c'est que, de prime abord, vous ne pouvez pas le faire directement ici. Il n'y a pas d'accès direct au menu personnalisé, ce que ferait par exemple Sony. Bon, c'est pas grave. Mais je vais juste vous montrer ce qui se passe, c'est qu'il faut aller dans le menu de personnalisation, et vous avez donc ici déjà le réglage de style photo si vous êtes intéressé. Ça vous permettra d'afficher ou d'enlever les styles photos que vous voulez, parce que là, si vous le mettez sur off, il y a plein de styles qui vont partir. Si vous voulez en utiliser que 2 ou 3 et que ce soit rapide, et ben vous pouvez faire ça. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, vous pouvez régler personnellement comme vous voulez vos styles. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que même si certains logiciels comme Lightroom prennent en compte les paramètres fabricants qui sont indiqués par des fichiers de style photo par le fabricant, ça ne viendra pas de l'appareil photo. Donc tout ce que vous aurez fait en style personnalisé n'ira pas sur votre prévisualisation Lightroom. Donc moi, je préfère mieux pas le faire. Mais là, on a le petit onglet Bibliothèque de lots qui vous permet voilà, d'avoir une série de 10 lots disponibles. Donc j'en ai mis 4. Donc ça, c'est le lot de base Panasonic qui est livré si vous allez sur le site. Et là, c'est tous les lots que j'ai fabriqués moi-même sur Premiere. Donc j'ai une petite vidéo là-dessus, j'en ferai certainement une pour que ce soit un petit peu plus précis, parce que j'ai indiqué certaines choses, mais voilà. Vous avez la possibilité d'enregistrer, enfin de ramener un lot ici en le chargeant. Donc vous pouvez faire chargement. Et donc ici, je vais vous montrer un petit film qui montre comment on fait sur l'ordi pour ramener ça. Donc vous faites votre fichier lot, vous l'intégrez dans votre ordi, vous le chargez, et après vous le copiez, vous le mettez tout simplement sur la racine de votre carte SD, et comme vous le voyez, l'appareil photo sait qu'il y a un lot dans une des cartes, donc il a lu le fichier, et donc vous pouvez prendre ça. Par contre, on verra que le nom du fichier, c'est mieux de mettre ce qui le différencie des autres avant, parce que là, comme vous le voyez, j'ai 3 lots S5 de X. Le problème, c'est que déjà ici, on peut pas utiliser un lot directement. Donc pour éviter la frustration, je vais vous montrer exactement où c'est. Donc il faut aller plus loin. Donc allez ici, 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 et voilà. Vous allez jusqu'à visualisation assistant Vlog. Donc on repassera sur le menu, hein, puisque c'est là où toute la personnalisation de touches et de menus, genre menu Q, est. Donc ce sera intéressant pour vous dire.
Et donc vous avez différents profils d'aperçu HLG et vlog, donc si vous allez ici, vous pouvez sélectionner votre lot. Et comme vous voyez, comme j'ai mis la même chose pour tous, et ben au final ça ne s'affiche que comme lot S5 2X, donc il faut bien vérifier que c'est le bon, et bon, vous sélectionnez le bon et ça ira après, et ce sera directement sur votre affichage de vlog lorsque vous affichez, ou de lot temps réel. Par contre, si vous avez enregistré vos modes personnalisés avant, donc vos modes C, eh ben, il faudra le réenregistrer à chaque fois, donc le mettre et réenregistrer votre programme, ce qu'on verra juste après. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est que de tout enregistrer dans le mode vidéo standard, ce que vous voulez en personnalisation, et après enregistrer vos modes custom pour vous faire un squelette, et après, vous faire plein de modes custom, et après de modifier les choses qui seront différentes en fonction des modes custom, plutôt qu'à chaque fois repartir de zéro à chaque fois, ce qui sera beaucoup moins frustrant. Donc du coup, on va revenir en vidéo. Donc là, on a les modes de mesure standard, hein, appliqués ici. Hop, donc voilà. Ce que j'ai pas dit, c'est que si vous appuyez sur Display, sur la plupart des menus, vous allez avoir une indication qui va vous permettre de savoir à peu près, si c'est bien traduit, ce que ça veut dire. Donc voilà, luminosité sur l'ensemble, ici au centre, ici sur lumière ponctuelle, et là c'est plus haute lumière. Voilà. Ce que fait déjà Canon par exemple, donc c'est très réminiscent de ça. Alors que ce mode de mesure, hein, le mode large, sera plus réminiscent de ce que fait Sony, puisque Canon a toujours, il y a toujours une influence du point focal sur ce qui va être exposé, alors que normalement un mode général est censé prendre le général. Donc on a le double ISO natif. Si on le met en auto, on va pouvoir régler ce qu'on veut. Si on le met sur low ou high, on va tomber sur 640 ISO ou sur 4000 ISO. 4000 ISO, c'est le high aussi sur l'A7 IV, et c'est ce que j'utilise ici pour enregistrer. Je suis à 5.6 4000 ISO pour que ça convienne à toutes les lumières qui sont ici, sinon l'intensité ne serait pas bonne. Mais si j'avais de meilleurs éclairages, oui, j'irais sur des ISO un petit peu plus bas. Hop. Donc on a la sensibilité ISO, et ce qu'on regarde ici, qu'on peut voir, donc je vais enlever ça, le balayage synchronisé qui permet soit de changer la vitesse en secondes de manière plus précise, ou en obturation en angle de 1 degré à chaque fois, au lieu de 10 degrés. Et donc ça, c'est bloqué, je pense, parce que je suis en vlog, mais si vous voulez contrôler le scintillement sans avoir à contrôler le balayage synchronisé, voilà. C'est comme ça ici, et donc on a le Master Pedestal qui est ici si ça vous intéresse. On a les fonctions SS gain, donc ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que voilà, je l'ai mis en angle ISO, donc de base c'est seconde ISO comme sur la plupart des appareils photo puisque c'est un hybride, donc angle ISO ça me permettra d'avoir les 180 degrés tout le temps, et ce qui est bien c'est que, par exemple chez Sony le problème, notamment lorsqu'on était sur la 7S3, si vous passiez à 120 images par seconde, ça se remettait à 120 images par seconde. Ça n'allait pas directement à 240 secondes, enfin à 240e de seconde, pour pouvoir avoir le double de la vitesse. Ici, eh ben, ce qui est intéressant, c'est que l'angle étant de 180 degrés, c'est 180 degrés, qu'on soit 24, 50, 60, 48 images par seconde, tout ça, donc c'est assez intéressant. Le seul truc que je trouve dommage là-dessus, c'est qu'il n'y a pas d'angle et de dB, donc de gain, parce qu'au final, un ISO, c'est pas un paramètre factuel, hein, c'est un gain du capteur, donc de sensibilité. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui doutent du triangle d'exposition, parce que l'ouverture est physique, la vitesse est physique, mais pas les ISO. Parce que c'est une amplification, c'est du signal, et donc voilà, c'est plus réaliste de mettre des dB, mais personne ne comprendrait ce qui se passe. Merci à mon téléphone. Alors, on va laisser une seconde pour enlever ça. L'aléa du pas direct. Hop, non, c'est pas ça, ne pas déranger. Donc voilà, vous avez le gain, mais vous ne pouvez pas avoir le gain et l'angle en même temps. Hop, on peut augmenter la plage de dynamique, mais ça ne marche pas parce qu'on est en vlog, mais vous l'avez ici si vous voulez. Il y a toutes les compensations qui sont disponibles ici, que je trouve pas vraiment très intéressantes au final, mais en vidéo, oui, ça peut marcher. Sauf que le problème du S5 Mark IIX, c'est comme c'est des paramètres qui seront à la fois en photo et en vidéo,
Si je le mets en vidéo, je vais l'avoir en photo, donc je préfère mieux pas l'avoir du tout, comme ça je l'aurai pas sur mes RAW lorsque je fais de la photo, puisque bien évidemment c'est un appareil photo aussi, et c'est ça que j'aime là-dessus, c'est que c'est un hybride. Et donc là on a l'enregistrement donc disponible, donc on va se remettre en tac tac tac, on va utiliser un autre mode pour que ce soit plus intéressant, excusez-moi. Je fais juste ça, je fais voler. Donc il y a plusieurs moments où je vais devoir recommencer l'enregistrement, ce qui est un petit peu compliqué parce qu'à chaque fois je change de mode custom là-dessus, ça arrête l'enregistrement, donc je me suis fait avoir, j'ai fait toute une partie de la vidéo alors que j'avais rien enregistré sur l'enregistreur, et donc là il va falloir que je coupe une grosse partie parce que j'ai pas l'enregistrement, donc voilà. Si vous voulez juste savoir, du coup, la sortie enregistrement HDMI, ça se trouve ici dans le mode custom. À pas confondre avec ça, qui est la connexion HDMI, donc qui vous propose d'autres, comment dire ça, d'autres options. Et pourquoi ils n'ont pas mis les deux ensemble, je ne sais pas. C'est un petit peu dommage, et c'est ce qui va souvent arriver chez Panasonic. Si vous ne trouvez pas quelque chose à un endroit, c'est que certainement il est à deux endroits différents. Donc faites bien attention à ça. Donc on va revenir ici, donc mode d'enregistrement, donc MOV. Hop, je vais déjà indiquer tout ça. Donc je suis en C4K pour pouvoir vous indiquer ici le type d'enregistrement que vous avez en termes de taille. Donc full APS-C et pixel pixel. Donc ce qui va être intéressant pixel pixel, c'est en 1080p puisque vous allez zoomer beaucoup plus dans l'image. Donc il y aura une plus grosse différence entre plein format APS-C et pixel pixel. Parce que basiquement la PSC c'est 4,2K, donc si vous passez en pixel sur pixel, c'est pratiquement le même format. On aura bien évidemment une performance en termes de bruit qui sera moins bonne que sur le plein format, parce que le plein format est oversamplé. S'il y en a certains d'entre vous qui ne comprennent toujours pas comment ça marche, c'est que on a beaucoup plus de pixels, tous les pixels sont pris pour faire l'image, mais après, avec une formule magique ou un truc dans le genre, l'image est recalculée pour en créer un seul pixel avec plusieurs, ce qui est différent d'une line skipping où il y a des lignes qui sont pas lues pour correspondre au bon nombre, et après on a une ligne qui est doublée pour avoir quand même la bonne surface. Donc ça se voit pas trop de loin, mais souvent c'est pas de très bonne qualité. Donc le plein format ici est de très bonne qualité, sauf qu'il y a du rolling shutter du coup, c'est le problème souvent de l'oversampling. L'APS est très proche du pixel, donc beaucoup moins de rolling shutter, mais un signal bruit qui va être, comment dire ça, oui, un rapport signal-bruit qui va être très très élevé, hein, parce que plus on atteint la taille du bruit en termes de pixels, et plus il se verra. Et donc ce sera encore plus élevé lorsqu'on est en 1080p. Et puis voilà, donc voilà. Parce que voilà, en 4K, comme on est plus défini, le bruit se verra, mais il sera plus petit au final dans l'image, alors qu'en 1080p, ce sera beaucoup plus gros, puisque un pixel est plus élevé dans ce qui sert à créer l'image, puisque l'image est moins définie. Donc les qualités d'enregistrement ici, donc je vais pas vous les rappeler, j'ai fait mon test là-dessus, donc si vous voulez voir, là on est en 60 Hz, donc on va avoir 23,98p jusqu'à 120 images par seconde, donc 119,88 en 1080p, qui est en dessous par ici. Hop, juste pour vous le montrer. Ici, pardon, je suis passé dessus. Et c'est pas ici qu'on verra le mode 180 images par seconde, donc il me faudra encore en faire un trick après pour repasser dessus, puisqu'il va falloir que je vous montre le mode SNQ. Et si vous appuyez sur Q, comme vous avez certainement dû le voir, vous pouvez faire l'ajout à la liste, et lorsque vous avez ajouté un item, vous avez accès à ma liste d'enregistrement, et donc vous avez un max de, si je me fais pas de 12 formats disponibles. Voilà. Pas plus. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ça, le cas échéant. Et donc là, réglage vidéo slow and quick, donc il va falloir que j'aille faire mon petit truc où je vais arrêter l'enregistrement et revenir juste après. Par contre, il se passe un truc, il faut que je règle ça parce que j'ai l'affichage HDMI qui s'est mis directement sur mon SNQ, ce qui n'est pas bien, parce que si vous ne le savez pas, si vous réglez votre affichage HDMI sur on, c'est que pour faire du tuto, hein. Si vous êtes en train d'enregistrer un truc très important et que vous passez dans les menus, ça va se voir dans votre image. Donc ça a vos risques et périls. Donc allons directement ici. Pourquoi? Ah oui, non, excuse-moi.
Donc ici, on va avoir la possibilité d'enregistrer de une image par seconde à 60. Donc si vous êtes en 24 images par seconde, ça va voilà, faire un ralenti de 2,5. Sinon, voilà, vous voyez qu'il ne met pas 24 images par seconde, parce que ça serait stupide, ce serait de la vidéo normale. Et donc là, on est dans le domaine du ralenti, et là, on passe dans le domaine de l'accéléré. Et moi, j'aime bien utiliser le 1 image par seconde pour faire un accéléré, il faut 24, parce que, bien évidemment, il fait une image par seconde, et pour faire 24 images par seconde, en film, il va prendre 24 secondes au final, et donc ce sera 24 secondes qui seront déjà passées. Et donc ça me permet notamment de faire mes tests de surchauffe, où ça me permet pas de cramer ma carte et d'avoir pas mal de place encore disponible pour faire d'autres vidéos. Mais vous avez vu, c'est que 60 images par seconde. Il va falloir que j'aille, pardon, je vais y arriver, ici, et que je passe en Full HD, on va dire 24 pour faire ça bien. Hop. Donc on a le All Intra et le standard comme on est sur le S5 Mark II-X. Et là maintenant ça a changé. On est de 1 fps jusqu'à 180. Et c'est ici que vous aurez les 180 images par seconde. Par contre l'autofocus, vaut mieux pas y penser. De toute façon en slow and quick, hein, je vais vous dire une chose, n'utilisez pas l'autofocus. Parce que c'est censé faire un hyperlapse. Gérer des conditions de temps qui sont très très variables, et du coup mettez-le en manuel, hein, ce sera beaucoup mieux, comme ça vous n'aurez pas l'autofocus qui essaye de faire la mise au point, avoir un gros focus breathing à un moment donné. Donc moi ça me gêne pas qu'il n'y ait pas un autofocus correct en mode slow and quick, et donc on va revenir à la vidéo normale. Donc du coup, maintenant, j'ai plus besoin, normalement, de faire ce petit truc. Comme vous voyez, en sortie-entrée, vous avez aussi le mode de ventilateur. Donc je vais en profiter pour vous le montrer. Vous avez plein de modes disponibles. Moi, je préfère le Auto 2, où il attend vraiment que l'appareil photo est chaud pour ventiler. Mais si vous avez peur que l'appareil photo surchauffe, vous pouvez mettre sur Fast si vous avez votre micro qui est loin. Et si aussi vous avez une power bank, hein, parce que, bien évidemment, ça va consommer beaucoup plus de batterie, et c'est pas l'appareil photo le plus économe du monde, hein. J'utilise tout le temps une powerbank dessus, de peur que je perde beaucoup de batterie. Rien qu'aller dans les menus, là, avant le tutoriel, juste en faisant mes notes, il a perdu 2 barres de batterie, ce qui est un petit peu élevé. Et du coup, lui, il a changé de format pour se remettre en DCI, donc on verra ça. C'est juste pour moi que ça va faire un petit peu des petits problèmes. Et donc on va continuer du coup ici. Donc on était arrivé là. Donc on a le timecode qui est disponible. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de prise timecode. Donc on ne peut pas synchroniser chaque truc. Donc ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on peut toujours le mettre sur synchronisation de l'heure de la journée. Sauf que ce qui veut dire qu'il faut avoir des choses qui sont assez précises pour avoir exactement la même heure, ou la connecter au satellite. Enfin, au satellite, oui, quelque chose qui est relié directement à Internet, et donc c'est un petit peu compliqué, voilà. Je peux vous le dire tout de suite, et donc vous avez tout ce que vous pouvez régler ici. Le niveau de luminosité, je vous conseille pas d'y toucher parce qu'il est réglé d'une certaine façon suivant les modes. Là, il est de 0 à 1023 parce que c'est le Vlog et il lui faut le plus d'informations de luminosité disponibles. Mais généralement, sur une vidéo, par exemple, de smartphone ou une vidéo en Rec 709, 8 bits, 420, c'est souvent de 60 à 1023 si je me trompe pas. Parce que en fait les infos dans les noirs c'est intéressant de les avoir pour pouvoir retravailler son image, mais après ça crée des gros artefacts si on les a encore dans une vidéo déjà finie. Donc si vous filmez en normal et que vous voulez pas retoucher, essayez d'éviter de passer en dessous de 60. Voilà, ce sera un petit peu pas mal. Hop, pardon. Et donc voilà, on a sorti HDMI RAW, parce que j'ai mis non parce que si vous voulez enregistrer en HDMI RAW, vous pouvez le faire, mais je vais pas faire ça ici, et j'ai pas envie de, encore une fois, me remettre à réenregistrer. C'est déjà la 3e fois. Donc voilà, on est déjà arrivé en mise au point ici. On va voir aussi
mise au point en personnalisation. Donc c'est un petit peu étrange de ce côté-là. Après on peut se dire oui, les onglets de personnalisation, mais ça fait quand même partie de l'autofocus, donc il y a certaines choses, c'est plutôt au bon vouloir de Panasonic. Donc voilà, on a la détection qui est disponible. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que lorsque vous êtes sur le boîtier, vous arrivez ici, et vous avez directement, en appuyant sur la flèche du haut, la détection qui va se mettre, et vous pouvez changer sur les zones AF, hop, si j'arrive là, hop, la taille de la zone, mais voilà, on peut, d'accord, voilà, on peut changer la taille de la zone comme on veut. Voilà, c'était ça. Et donc en faisant bas, oui, on se retrouve sur l'onglet qui permet de régler ça, au final. Puisque je règle jamais. Je mets toujours la plus petite taille disponible dans chaque truc, et ça me va. Surtout que je suis souvent dans ce mode-là en photo, et ce mode-là en vidéo. Et je suis souvent dans ce mode-là quand ce mode-là ne marche pas en photo. Voilà. J'adore le suivi. Et puis voilà. Donc, sujet à détecter, vous pouvez les changer ici. Moi, je ne m'étais pas aperçu que dans ma personnalisation, j'ai mis ça là-dessus, mais c'est très bien. En fait, mon bouton d'ISO me sert pas à faire les ISO natifs ou à faire les ISO, puisque les ISO, je les ai sur la roue arrière, mais à changer de détection de sujet. Et ce qui est dommage avec le Panasonic S5 Mark II X, c'est qu'on est obligé de personnaliser son boîtier pour à la fois faire de la photo et de la vidéo. Donc si vous utilisez que ça pour faire de la vidéo, ce ne sera pas un problème pour vous. Il est hautement personnalisable, mais on n'est pas encore arrivé à ça maintenant. Hop, on a du coup humain, animaux et humains. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a animaux et humains, mais ça détecte beaucoup mieux les sujets lorsqu'on met humain. Et tête et œil, c'est vraiment si vous voulez avoir une tête. Donc si vous avez par exemple une tête dans le cadre et que vous voulez absolument la tête, mais que vous voulez pas qu'il détecte le corps des gens, vous utilisez ça. Mais là, la plupart du temps, le mode humain sera le plus efficace pour les humains, bien évidemment, que juste face et œil, puisque dès qu'il va perdre la tête, il va plus faire l'autofocus directement. Hop, réglage de la F perso, donc ça vous permet de pouvoir faire ça, régler ce que vous voulez exactement, sensibilité et vitesse. Pour l'instant, je vais pas trop régler parce que ça me pose pas de problème, mais le jour où je verrai que mes transitions sont pas terribles, et ben, comment je verrai ça. Si je l'ai pas encore réglé, c'est que l'autofocus est assez lent. Mais après, je me dis que du coup, je pourrais le régler sur plus rapide, mais bon, ça c'est un autre problème. On a le limiteur de mise au point, donc si vous faites ça, vous pouvez l'enregistrer ici, voilà, vous choisissez la zone que vous choisissez, donc vous choisissez l'endroit que vous voulez, hop, donc ce que vous voyez c'est la profondeur de champ qui est indiquée, qui n'est pas indiquée d'ailleurs, donc vous devrez me croire sur parole. Ah si, ça, on le voit affiché en dessous me semble-t-il. Qui est affiché en vert dessus, et donc le petit trait jaune, si vous le voyez, parce que moi je le vois pas parce que j'ai tous mes displays d'enregistrement, et ben c'est l'endroit où vous mettez votre mise au point limite 1, limite 2, voilà. Donc ça peut être intéressant lorsque vous ôtez l'objectif. Ça c'est très intéressant par exemple si votre appareil photo a du mal à détecter un sujet, c'est un bon moyen de l'aider, si vous savez à peu près la distance où est le sujet, par exemple un oiseau. Après s'il change de... ça va être un petit peu compliqué, mais comme ça vous pouvez mettre une distance assez lointaine si vous avez besoin, et un cadre assez proche. Par exemple, si vous filmez un talent et qu'il y en a plein autour et que l'appareil photo il ne sait pas lequel choisir, la détection agira que sur la zone d'autofocus que vous avez choisie, et ce sera très bien d'utiliser ça. AF continue mode 2, ça veut dire que... Hop, on va lui... Hop, donc voilà, sélectionne, donc mode 2, ça veut dire que, pardon... Ah, il peut pas me faire mode 1, je ne sais pas pourquoi. Mode 1, c'est juste lorsqu'on enregistre. Mais là, je sais pas pourquoi il l'a grisé. Je sais pas si c'est le fait d'être en HDMI. Mais voilà. Lampe d'assistance AF. Je le mets sur off tout le temps, mais c'est encore une chose que je vous ai dit. Comme j'ai personnalisé le boîtier et que j'ai fait mes modes custom avant de voir qu'il y avait la lampe assistance AF, je l'ai laissé. C'est un problème parce que, par exemple, si l'appareil photo n'arrive pas à faire la mise au point, lui foutre un coup d'iPhone, ça peut permettre d'aller vers la mise au point que vous voulez, sachant que l'appareil photo, quand il ne voit pas de sujet détecté, il ne va pas faire comme Canon où elle essayer de chercher un sujet et ça devient absolument horrible. Là, il va rester calé, sauf que la lampe d'assistance dans la tête des gens ou sur la vidéo que vous filmez, c'est pas très agréable. Normalement, c'est un mode réservé à la photo, mais ici, ils ont décidé que ça irait ici. Je sais pas pourquoi. Il y a le focus picking qui s'affiche que lorsque vous utilisez le mode manuel, qu'on verra juste après parce qu'il apparaît dans l'onglet custom. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, il faut que je vous parle de truc après. On va peut-être regarder tout de suite, c'est juste, ça correspond à
pardon. Hop, on va y arriver. Ah, lorsqu'on utilise... c'est où? AF plus MF. Attends, ça doit être là. Voilà, AF plus MF. Lorsqu'on utilise l'iPhone ou le déclencheur, vous pouvez passer en manuel en utilisant la bague de mise au point. Et là, vous passez en focus picking au lieu de pas l'être lorsque vous êtes en mode autofocus. Ou lorsque vous êtes directement en manuel. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Hop. Donc il est activé tout le temps parce qu'en mode autofocus il se désactive. Donc c'est pas un problème de le laisser toujours. Mode vitesse de mouvement fast. Donc voilà, c'est ce que ça indique, c'est en fait lorsque vous utilisez votre joystick, pardon, et ben le collimateur va se déplacer beaucoup plus vite avec le joystick. Donc voilà, c'est une sélection plus rapide du collimateur autofocus. Donc on va passer à l'audio. Donc impossible de régler. Oui, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Voilà. Donc on peut afficher le niveau d'enregistrement. On est obligé parce que là j'ai pas mis le limiteur de niveau d'enregistrement. Si je le mettais sur on apparemment, et ben je pourrais régler voilà l'affichage du son qui ne s'afficherait pas. Mais là je l'affiche tout le temps du coup. On a un truc intéressant, hein, c'est que si on sait qu'on va pas enregistrer de son, plutôt que de l'enlever après sur son logiciel de montage, on peut faire une piste audio muette. C'est intéressant comme ça peut être piégeux parce que voilà, il faut qu'à chaque fois que vous vous dites j'enregistre du son, vous remettiez votre piste non muette. Donc ça peut être utile, mais ça peut être un piège au final, donc faites bien attention à ça. On peut enregistrer sur deux gammes de sons, c'est ça qui est intéressant, c'est que si votre son, même à un niveau très faible de décibels, il est toujours trop élevé, vous pouvez mettre sur low. Donc ça peut même être bien lorsque vous voulez mettre en ligne. Je sais même pas d'ailleurs s'il n'a pas un réglage spécifique pour se mettre en ligne. Et donc là, voilà, on a le mode, comment on peut le mettre jusqu'à moins, je sais pas combien de décibels, hop. Jusqu'à moins 18, parce que ça passe jusqu'à mute, je crois qu'il y avait encore des réglages disponibles. Et voilà. Hop, donc là, la qualité d'enregistrement sonore ne peut pas être changée, puisqu'on peut encore aller au-dessus, hein, jusqu'à 96 kHz, mais il faut avoir le boîtier XLR de chez Panasonic, le DMW XLR1, ou la version 1, puisqu'il y a plusieurs versions à la suite. Je crois que les évolutions sont mineures là-dessus. Oui. Donc on a un limiteur de son, comme je vous l'ai déjà montré, un réducteur de bruit de vent. Moi j'enlève tout, et je préfère mieux régler manuellement le son. Il y a un truc intéressant ici, c'est qu'on peut autoriser ou pas autoriser le fait d'avoir de l'énergie dans le micro. Donc si vous mettez que micro, et ben tous les micros qui ont besoin d'énergie par le port jack, et ben pourront pas être alimentés. Et là, on a bien le mode ligne. Donc le mode ligne, c'est un mode sans préampli, donc ça permet d'utiliser des enregistreurs externes directement en ayant le son qui est monitoré sur le boîtier. Donc c'est quelque chose de plutôt intéressant. Donc vous pouvez enregistrer, en fait ce que ça veut dire c'est que vous enregistrez à la fois sur votre enregistreur externe, mais vous avez une piste disponible pour pouvoir caler le son sur votre appareil photo qui sera issu de l'enregistreur externe. Hop. J'arrive pas à voir. Quand je suis en gris, donc microphone stéréo, donc voilà, on peut pas régler. On peut pas régler les 4 canaux parce qu'il faut encore une fois le DMW XLR1. Hop, ça aussi. Donc ça, j'ai pas compris la différence entre Rec Sound et ça, peut-être que certains d'entre vous s'y connaissent là-dedans. On a le volume du casque et voilà, le contrôle des canaux. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même le contrôle des canaux, malgré qu'on n'ait pas le dispositif XLR. C'est pas possible sur le Sony. Et donc on peut soit le faire en stéréo avec les deux contrôles disponibles sur le boîtier, ou sinon juste utiliser une des deux pistes qui sont disponibles. Et après, les autres, la 3 et la 4, seront disponibles que sur le module XLR. Et après, on passe à toutes les choses que Panasonic n'a pas réussi à fourrer facilement. Donc le mode discret, c'est pour... voilà, on va... Donc c'est ce qui permet de moins être visible et de moins de faire de son. Donc le problème de faire on, c'est que l'appareil photo va basiquement être un petit peu moins réactif au final, puisque c'est ça, le fait d'être plus silencieux, c'est qu'il va faire les choses moins vite. On a la stabilisation d'image ici, donc qui est disponible. Donc on a toutes les options qui vont être là. Stabilisation anamorphique, vous pouvez choisir le squeeze anamorphique
qui va être disponible, donc pour aider la stab augmentée et la stable électrique. Et donc voilà, c'est toujours activé apparemment ici. Je sais pas si c'est dû au fait que ce soit aussi une optique stabilisée. Et on a le retardateur aussi. Voilà, retardateur pour vidéo. Donc on peut... ça c'est pas mal, parce qu'on peut enregistrer de la vidéo et pas avoir à couper avant, parce qu'on peut se dire, j'ai un délai de 5 secondes. Par contre, comme il n'y a pas de lampe télé dessus, va falloir réussir à voir l'écran de loin, voir qui commence à enregistrer avec le cadre rouge autour. C'est pas forcément simple, mais vous avez quand même l'option, hein, si vous arrivez à compter. Vous pouvez commencer à enregistrer après, et ça vous fait un truc où vous avez moins à cutter. Mais bon, c'est pas un gain énorme, mais ça peut quand même aider certains d'entre vous. Et donc si vous le mettez sur On, ça va vous donner les options de réglage. Donc je ne vais pas le mettre sur On. Transition de mise au point, donc je ferai peut-être un tuto là-dessus. Ce qu'il va y avoir d'intéressant, hop, régler la position de mise au point. Oui, bien sûr. Voilà, donc vous avez les 3 positions. Voilà, comme pour le limiteur, vous choisissez l'endroit où vous voulez mettre au point, et vous faites position 1, position 2, position 3. Et en fait, lorsque vous allez enregistrer, ce qui est indiqué là, c'est que les 3 boutons ISO, White Balance et compensation d'exposition vont servir à faire la transition. Sauf que le manque de bol, c'est que du coup, ça veut dire que c'est des boutons que vous ne pouvez pas utiliser lorsque vous enregistrez les transitions. Mais bon, voilà, ça peut valoir le coup, hein. C'est vraiment intéressant si vous avez besoin de faire une transition sans avoir d'à-coup, le problème d'autofocus et tout ça, et avoir les aléas de vous toucher sur l'écran et ça va pas exactement où vous voulez. Donc c'est un mode vraiment très très sympa. Enregistrement de boucle, alors ce qu'il indique, voilà, c'est que si vous faites on, en fait, dès qu'il n'y a plus de place, il va réenregistrer à l'endroit, donc c'est pas très utile. C'est comme... Pourquoi je fais ça comme les enregistrements segmentés, c'est que vous pouvez faire comme à l'ancienne, lorsqu'on était en FAT32, c'est pour ça que certaines cartes, les SDHC, ne peuvent enregistrer que 4 Go à chaque fois. Elles sont plus compatibles par exemple avec les Sony qui veulent absolument pas en entendre parler. Mais vous pouvez faire ça si vous voulez, avoir 4 Go à chaque fois. Je sais pas pourquoi les drones continuent à utiliser cette norme, la segmentation, pas la norme, puisque c'est de l'exFAT aujourd'hui. Parce que sinon on ne pourrait pas transmettre des cartes jusqu'à l'ordi, des fichiers de 10 Go, puisque c'est limité à 4 Go aussi en transfert. Donc voilà, ça c'est autre chose. Et on a aussi le recadrage live qui va être ici. Et donc ce que ça fait typiquement, c'est que vous n'avez pas de réglage personnalisé, c'est un petit peu dommage. Et donc on va faire 20 secondes. Et vous avez... Il a arrêté d'enregistrer, c'est ça? D'accord. Donc du coup, vous allez devoir me croire, hein, parce que le recadrage live m'a encore fait sortir de mon enregistrement, ce qui était intéressant. Donc en gros, le recadrage live, vous choisissez la zone la plus cadrée et la zone la plus large, et en 20 secondes, il va faire une transition de l'un à l'autre. Voilà. Et ça fait beaucoup, hein, 20 secondes quand même, ou 40 secondes. Donc voilà, vous avez le recadrage live ici. C'est dommage qu'on puisse pas le personnaliser plus que ça. Et donc on va avoir fini avec les réglages vidéo. On va passer, hop, d'accord, au revoir, à la personnalisation. Donc voilà, on va revenir ici. Donc on a ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le réglage style photo, la bibliothèque de lot. On a les incréments qui sont disponibles, donc 1/3 ou 1/2 ou 1 même. D'ailleurs il ne fait pas demi, il fait juste 1 directement. Donc si vous êtes trop pressé et que vous voulez des réglages pas très précis, utilisez l'incrément en 1. Sensibilité étendue, donc c'est pour permettre d'aller jusqu'au 51200 ISO, ce qui serait pas possible. Ce qui serait pas possible sinon, pardon, excusez-moi. Le micro marche toujours, oui. L'ajustement de la compensation d'exposition, moi que j'ai sur le bouton, donc voilà, vous pouvez la régler ici. Ah oui, du coup, si, vous pouvez la personnaliser en fonction des modes, ce qui peut être intéressant, si vous adorez par exemple l'exposition de tel appareil photo, et que le Panasonic S5 Mark II ne vous convient pas, vous pouvez lui dire de pouvoir régler un nombre de V plus élevé, tout en ayant votre compensation d'exposition à 0 tout le temps. Donc on a la priorité des visages, donc voilà. Même si on a une exposition en large, on peut lui dire de privilégier
les visages, ce qui est plutôt pas mal. Et le truc le fait, enfin l'appareil photo le fait assez bien pour que à la fois le visage et à la fois l'arrière-plan soit correct. Il n'y en ait pas un qui soit trop surexposé par rapport à l'autre ou tous sous-exposés. L'exposition du visage marche vraiment très très bien et je vous conseille de le mettre si vous vloguez bien évidemment. Et donc combiné avec l'autofocus sur les humains, ça marche vraiment plutôt pas mal. Vous pouvez verrouiller la balance des blancs, ce que j'aime pas trop faire. Donc j'ai enlevé hop, sur l'obturateur, puisque moi j'enlève à la fois l'autofocus et la balance des blancs. Voilà, c'est comme ça. Après on passe à la restauration de la concession d'exposition. Donc voilà, c'est quand elle est bloquée. Enfin voilà, vous pouvez la bloquer plus ou moins longtemps. Qu'est-ce qu'il dit? Restaurer la valeur si le mode d'enregistrement est modifié. Ah voilà, c'est ça. C'est que vous réglez votre compensation d'exposition et vous dites, voilà, j'éteins l'appareil photo, il va revenir à 0 plutôt que de rester au final à plus 1,3. Ce que j'aime pas faire puisque de toute façon, il est, pardon, excusez-moi, toujours, comment dire ça, à plus 1,3 lorsque je suis en vlog. Donc on peut choisir de ne pas mettre l'exposition automatique hein, si on veut marcher à la dure. Donc en fait, quoi qu'il arrive, vous serez toujours en exposition manuelle. Donc je vois pas trop l'intérêt en fait. Ajuste automatiquement ouverture, nana. Oui. Mais si je fais off. Oui bah voilà, c'est un mode manuel tout le temps. Donc autant le mettre en mode manuel. Donc un réglage des films créatifs. Donc voilà, on peut tac 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 faire ça. Priorité, mise au point de déclenchement. Donc ça, il y a plein de paramètres photo, donc je vais passer dessus. Donc ça, non, ça, non, ça, non. Donc AFMF, je vous l'ai déjà indiqué, ça vous permet à la fois de faire l'autofocus et le manuel focus. Sur le S5 Mark II X, ça ne perturbe pas les performances autofocus de l'appareil photo. Donc il faut appuyer soit sur le déclencheur, soit sur l'iPhone, avec la bague de mise au point pour que ça marche. La bague de mise au point toute seule n'agira pas et fera rien du tout. Ça permet à mon avis d'utiliser le boîtier sans qu'il passe en manual focus directement, comme ce qui peut se passer chez Canon, puisqu'il est toujours en direct manual focus lorsqu'on est en mode cerveau ou AFC, assistance MF. Donc voilà, vous avez, hop, lorsque vous appuyez sur la bague de mise au point, ça agrandit. Donc voilà. Ah, il n'indique pas alors qu'il l'indiquait avant. Ok. Ah oui, non, il va l'indiquer là. Voilà, agrandir la zone pour le focus. Et je tourne tout le temps de bouton. Guide de mise au point en mètres. Vous l'avez aussi en pied. Afficher, masquer les modes AF. Ouais. Voilà, ça vous permet de personnaliser ce que vous avez dans vos modes si vous voulez les enlever parce que vous ne trouvez pas ça intéressant. Donc voilà. Tata, réglage AF précis. Tac, tac. J'adore quand ils font ça. Oui, bah alors voilà, c'est ça. Déclenchement AF, donc voilà, mais c'est surtout pour la photo, donc je vais passer plus loin. Affichage, détection des yeux, oui. Déclencheur mi-course, non. Réco déclencheur, j'ai mis oui, j'étais pas obligé, parce qu'il faudra que je fasse une vidéo sur la façon dont marche la télécommande avec le S5 Mark II X, qui est un peu particulier. AF rapide, oui, donc en fait, alors, il explique ici, permet une prise de vue rapide. C'était quoi celui-là? Je crois que ça fait l'autofocus rapidement, oui, je veux bien. Non, en fait, voilà, ça AF rapide, c'est qui fait la mise au point tout le temps lorsque vous êtes en photo. Détecteur visant AF, alors ça c'est intéressant, mais c'est de la photo encore une fois, donc on va pas en parler ici, c'est juste que vous passez l'œil dans le viseur et il va faire une mise au point directe. Affichage direct agrandi en vidéo, oui. Et voilà. Pourquoi je fais ça? Donc c'est bon, ça enregistre toujours. Hop. Et donc là, on est dans la vraie personnalisation, donc les vrais trucs qui commencent à être intéressants. Et là, c'est un peu dit de manière assez étrange. Donc le menu Q, c'est le menu Q. Donc style d'affichage personnalisé paramètres vidéo. Et vous avez tous les onglets qui sont disponibles ici. Donc vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez ici. Donc il y a un truc que j'ai pas fait, c'est tac tac. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Réduction du bruit. J'en ai rien à faire. Et donc on va aller faire un truc. Donc ouais, je vais vous montrer en même temps tout ce qu'il y a. Je
je cherche la stabilisation. Ça va être très très loin. Type d'obturateur en vidéo, ça sert à rien. C'est marrant, type d'obturateur disponible en vidéo. Voilà, il y a des trucs qui sont des fois un petit peu bizarres avec ce boîtier. Hein. Hop, stabilisation d'image, voilà. Et c'est bon. J'ai ça, donc il y a plein de petites options. Il y a des options qui sont pas très intéressantes en vidéo, mais elles sont quand même ici. Allez savoir pourquoi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on règle le menu Q. Et on peut le faire sur les deux photos et vidéo, mais par contre on peut pas personnaliser le boîtier en photo et en vidéo. C'est ça qui est assez intéressant. Et donc vous voulez régler les touches du boîtier, et ben c'est pas ici. Voilà, parce que réglage de touches, c'est le panneau tactile, c'est plutôt pas mal, hein. Vous faites on, vous pouvez, hop, onglet touché, pavé tactile AF, déplace, oui. Pourquoi je l'avais affiché ça pourtant? Donc voilà, on peut faire la mise au point comme ça. Ah oui, parce que c'est mon mode vidéo, donc c'est bizarre, mais voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez, si vous n'aimez pas le joystick, mettre une zone spécifique. Donc que vous soyez, si vous êtes droitier, en œil directeur droit, ou si vous êtes œil directeur gauche, mais que vous savez utiliser votre œil droit, pas œil directeur, vous pouvez faire ça pour pouvoir, avec votre pouce, donc celui qui tient l'appareil photo, changer la mise au point, et ce sera assez pratique. Si vous n'aimez pas utiliser le joystick, tout simplement. Donc voilà, c'est une utilisation du pavé tactile. Mais voilà, c'est réglage touché et pas réglage touche. Voilà, c'est un peu bizarre. Donc, réglage verrou opération. Donc, vous pouvez régler tout ce que vous voulez verrouiller. Sauf que le problème que j'ai, c'est que comme le boîtier n'est pas réglable photo-vidéo, et il faut faire un petit peu ce qu'on peut pour trouver le nombre de touches qu'on veut pour à la fois personnaliser la photo et la vidéo, et bien il n'y a pas d'assez de touches pour pouvoir mettre ce petit bouton de verrouillage. Donc je ne l'ai jamais fait, même si ça peut être intéressant pour certaines choses, notamment la molette qui peut de temps en temps ne pas, enfin un peu se dérégler si on n'utilise pas le balayage synchronisé. C'est pour ça d'ailleurs que je l'utilise, c'est surtout pour pas avoir mon réglage qui change énormément. Et là c'est réglage touche FN, réglage de touche. Voilà. Et là, on a règle touche, et là, on a réglage touche. Donc, c'est un petit peu étrange. C'est souvent normal lorsqu'on a des appareils photo étrangers. Même, du coup, on n'a que ça. Donc, c'est souvent normal sur les appareils photo hybrides. Et donc, on a disponible de lecture et enregistrement, ce qui est intéressant pour les deux. Et on va voir aussi pourquoi en lecture juste après. Et donc, voilà. Je vais juste vous montrer à peu près comment j'ai réglé mon boîtier. Donc, balance des blancs, ISO, vous pouvez en vidéo, si vous êtes plus là-dessus, régler vos ISO natifs, ou les ISO tout court. Moi, j'ai choisi d'utiliser les molettes arrière, mais c'est pas ici qu'on va régler ça. iPhone, voilà. Toujours l'AF, donc c'est réglé comme ça à la base. La waveform à la place du LVF. Et ce qui est assez intéressant, ce qui n'est pas intéressant du tout, c'est qu'on peut régler le choix. En fait, le LVF, c'est le choix entre l'écran et le viseur. En lecture, et ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que, sans faire exprès, j'ai changé l'affichage LVF juste pour l'écran, mais après, lorsque j'étais en enregistrement, j'étais bloqué là-dessus, parce que, du coup, ma touche, elle faisait pas la même chose. Voilà, donc c'est un petit truc à se rappeler. Souvent, il faut mettre en corrélation lecture ou ne pas mettre un paramètre qu'on veut pas qu'il change lorsqu'on est en enregistrement, lorsqu'on est en mode lecture. Voilà le menu Q, là, c'est l'horizon. Et j'avais mis quoi d'autre? J'avais mis... Ah oui, voilà. J'avais mis les... alors, ce qu'on voit ici, on va le voir. Voilà. J'ai mis... Lorsque je suis en 6K, ça me permet d'afficher ma grille de 1080p si je veux faire un short. Voilà. Donc, c'est une des options. Donc là, ça affiche le format désiré. Donc 1080 en vertical. Enfin, c'est pas 1080... Enfin, non, c'est vertical. C'est... Est-ce que c'est du... Je vais y arriver. C'est du format cinéma, ou je sais pas si c'est du format cinéma justement, ou du format style Ultra HD, ou 1080p. Mais bon, c'est un des deux formats, c'est pas du 1080p comme ce que j'ai dit. Hop. Tac, tac, tac. Et du coup, ici, on a les options tactiles, mais je m'en suis jamais vraiment
servi. Je ne sais pas si vous en servirez vous-même, et on a encore des options qui sont disponibles. Donc ça, c'est des options assez intéressantes sur le D-pad, popularisé par Sony notamment. Non, tout le monde l'a fait. Donc ici, j'ai mes réglages d'AF photo, le vector scope qui est à droite. Hop, je ne sais pas si on peut l'afficher directement là-dessus. Hop, les réglages AF vidéo et le zoom. Donc si je fais en théorie ça, ça zoom, mais on le verra pas bien évidemment sur l'enregistreur externe. Le vector scope non plus. Par contre, je crois que même la waveform ne s'affiche pas. Donc voilà, c'est très intéressant de faire des tutos sur Panasonic, parce qu'on ne voit absolument rien, mais croyez-moi sur parole, le vector scope et les waveforms existent là-dessus. Et donc voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voulez régler un bouton, vous allez appuyer longuement dessus, j'appuie sur le bouton ISO, voilà, et du coup vous êtes directement dans le menu qui permet de choisir ce que fait le bouton ISO, et vous avez accès à peu près ce qu'on avait tout à l'heure. C'est plutôt pas mal. Donc il y a plein d'options, mais certains trucs qui n'y sont pas, comme affecter un déclencheur photo. On peut mettre un enregistrement de vidéo où on veut sur le boîtier, mais changer le déclenchement photo. D'ailleurs, je crois que c'est sur aucun boîtier, mais ce serait intéressant de pouvoir le faire, notamment sur la sortie télécommande. Alors, il faudra que je vois ça, puisqu'il y a un truc, encore une fois, particulier. Je vous réserve ça sur une autre vidéo, sur la télécommande, qui est un petit peu problématique. Qui oblige à faire un truc, mais il faut que j'ai la bonne télécommande pour voir comment ça fonctionne, donc je peux pas vous le dire tout de suite. Donc on va revenir dans les menus, donc voilà, vous voyez comment on règle les touches, bouton ISO, machin, hop. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de savoir si vous êtes habitué à l'utilisation Nikon ou Canon. Donc, while pressing, c'est Nikon, donc vous appuyez et vous tournez votre réglage, et dès que vous arrêtez d'appuyer, ça fait ce que vous voulez. Hop, after pressing, nanana, le réglage peut être modifié. Appuyez à nouveau pour activer l'affichage réel. Hop. Donc voilà, c'est genre... c'est à peu près la même chose, hein, pressing 1, pressing 2, sachant que si vous appuyez sur votre déclencheur juste après, ça va revenir en mode normal. Donc c'est à peu près la même chose, donc je vous conseillerais pas l'un ou l'autre. Moi j'ai gardé ça parce que c'est le plus simple, hein, donc c'est mode Canon. Et voilà. Réglage d'affichage ISO, molette avant-arrière. J'ai jamais compris ce truc-là. Mais c'est comme ça. Et donc on arrive là. Ah oui, ça c'est assez intéressant. Bouton haut bas, j'ai choisi alors rien du tout. Voilà, on peut choisir nanana. Mais en fait ça c'est lorsque vous appuyez sur le bouton dédié. Parce que si on fait réglage des molettes, voilà, on fait 7.2. Donc j'ai fait un f-stop devant, shutter speed derrière, molette de contrôle ISO, voilà, compensation d'exposition derrière, mais ça ne sert absolument à rien. Je pourrais le mettre sur off, parce que contrairement à tous les appareils photo intelligents comme Canon, ou Sony a sa molette de compensation d'exposition, donc ça ne compte pas. Ce que fait Canon, c'est typiquement, lorsque vous êtes en mode semi-automatique, il y a une molette qui ne sert pas. Donc automatiquement, la molette qui ne sert pas, eh ben, c'est celle qui sert à la compensation d'exposition. Sauf que eux, ils choisissent toujours d'avoir le paramètre réglable à l'avant, ce qui me fait un petit peu chier, alors que là, on peut choisir tout le temps d'avoir sa vitesse derrière et son ouverture devant, si on est en mode priorité ouverture, ou vitesse. Sauf que là, ce qu'indique la compensation d'exposition, c'est que soit on le met devant, soit on le met derrière. Ça ne s'adapte pas au mode où on est. Donc par exemple, si je le mettais sur molette arrière, sachant que je règle le f-stop devant, eh ben, je peux régler la compensation d'exposition sans avoir besoin du bouton que lorsque je suis en mode priorité ouverture. Ce qui est stupide. Voilà. Donc voilà, weight balance, machin, mais je sais pas dans quel... dans quel mode c'est. Oui, c'est quand on appuie sur le bouton, c'est ça. Bon, après, le reste est pas très utile. Et après, il y a la rotation suivant si vous êtes canoniste ou nikoniste. Puis voilà. Réglage de joystick, donc on peut régler ce qu'on veut, mais là, c'est pour régler l'endroit où est le point
enfin, le collimateur autofocus. Je commence un petit peu à fatiguer. Impossible de régler ça, merci. Prévisualisation auto. Donc voilà. On a tout ce qui est disponible ici. Histogramme. Voilà, on peut afficher tout ce qu'on veut là-dessus. Le mode nuit, qui n'est pas vraiment très intéressant. Réglage d'affichage LVF écran. Expo. Voilà, on a tout ce qu'on veut. On peut aussi le personnaliser comme on veut. Et donc si on l'affiche, c'est bien évidemment dans un des modes, donc on va essayer d'en trouver un d'intéressant. Là, celui-là, haute lumière clignotante, donc ça ne sert pas en vidéo, mais c'est pour faire de la double exposition. Donc l'odeur focale, il est là. Si je fais, attends, mesure d'expo, si je le mets sur oui, ça me donne quoi? Je ne sais pas, puisque ça doit être en photo. Mais vous avez plein d'affichages qui vont se mettre comme vous le voulez, et comme je suis sur l'enregistreur externe, je vous conseille de le faire vous-même, parce que moi j'arriverai pas à voir spécifiquement ce qu'il y a ici. Oui, j'aurais pu regarder avant. Et voilà. On a le spotmètre de luminance, voilà, je vais vous expliquer déjà ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Donc longueur focale, c'est directement dessus. Superposition translucide, non. Statut du stabilisateur d'image. Ce qui est marrant, c'est qu'il est mis sur off, alors que il y est. Affiche le degré de vacillement pour minimiser le mouvement de la... Ah, ça peut être intéressant ça. Je regarderai si c'est intéressant. Jauge de niveau. Voilà. Spotmètre de luminance. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Si vous utilisez votre carte de gris, par exemple, ça vous indique sur la scène la différence d'exposition suivant l'endroit où vous regardez vis-à-vis de vos réglages. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant si vous avez des réglages constants d'une scène, comme par exemple un face cam comme ça peut toujours être bien. Contour du cadre, c'est bien évidemment nos marques de repères comment dire ça, de format. Si on veut utiliser par exemple le 6K pour faire du cinéma 4K ou quoi que ce soit après. Hop. Et puis voilà. Donc on arrive ici sur écran affichage, on a déjà vu la visualisation, on a l'affichage anamorphiqué ici, l'affichage monochrome, le marqueur, donc qui va vous le marqueur central, c'est avec la croix qui vous permet, je ne sais pas à quoi ça sert exactement, mais ça permet de voir le centre de l'image. La zone de sécurité, c'est par exemple pour les micros, donc il y a toujours une zone qui va s'afficher, qui aura le même ratio que ce que vous êtes en train d'enregistrer, et qui vous permettra d'avoir une certaine sécurité. Donc en gros, vous êtes censé filmer là-dedans, donc c'est ce qu'on appelle une réserve, et donc c'est mieux d'avoir par exemple du 6K lorsqu'on fait du 4K avec ça, et donc ça permet de faire une belle réserve avec. On a le Zebra, bien évidemment. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, Vectorscope, donc MFO Vectorscope, c'est qu'on a disponible ici, on a à la fois le waveform et le Vectorscope. Donc quand vous voulez le régler, c'est là-dedans, si vous voulez le trouver. Donc lumière de barre, oui. Test de tonalité de sortie, donc c'est les trucs qu'on voit à la télé, c'est assez marrant. Hop, 4 d'enregistrement rouge, donc ça permet d'afficher qu'on enregistre, puisqu'il n'y a pas de lampe télé là-dessus, Tali. Ce qui est un peu dommage, et on a, si on est en streaming, un encadrement bleu. Et donc voilà, on est sur sortie HDMI et mode ventilateur, ce que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Hop, on va avoir les choses un petit peu étranges, donc reprise de position d'objectif, mémoriser la position du zoom à l'arrêt, donc c'est ça, c'est intéressant lorsqu'on a des zooms électroniques. Donc j'en ai jamais vu chez Panasonic, c'est un petit peu étrange. Mais ce que ça veut dire aussi, et beaucoup de gens ne comprennent pas ça, c'est que sur nos appareils photo modernes, ça indique aussi l'endroit de la mise au point. Donc si vous avez une mise au point, fait un endroit, vous éteignez l'appareil photo qui est sur pied pour attendre, et bien lorsque vous le rallumez, il restera à cette mise au point. Sinon, il va se recaler soit à l'infini, soit à la distance minimale, ce qui ne sera pas très intéressant pour vous. Mais là, si vous mettez reprise position de l'objectif, il gardera la mise au point si vous faites par exemple de la photo d'étoile ou des choses dans le genre. Après, il se peut que ça dérive un petit peu, mais voilà. Parce que il y a quand même des petits micro-mouvements lorsque ça bouge. Bouton de l'objectif, voilà. Donc, si vous avez un bouton, vous pouvez régler ce que ça fait. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'options dessus. C'est ça qui est intéressant. iPhone, machin, truc. Hop. Donc voilà, ici ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir régler à la fois la vague de mise au point en linéaire, et de pouvoir régler le degré. Donc je l'ai jamais fait,
Mais c'est quand même très très bien hein, qu'on puisse faire ça, donc voilà, si on veut faire ça comme on veut, soit avoir une mise au point très très lente, on peut mettre un degré très très long. Et donc ça, c'est vraiment une très très belle option. Hop, on a les micro-ajustements F, j'y crois pas trop sur un hybride, où c'est vraiment qu'il y a des gros problèmes. Je sais même pas comment c'est possible, puisque en fait sur un hybride, il n'y a pas... En fait, la mise au point est sur le capteur. Donc s'il y a des problèmes d'ajustement F, ça veut dire que comment dire ça, le logiciel, donc le cerveau de l'appareil, a des problèmes. Donc c'est pas un micro-ajustement qui servira à faire quelque chose. Et voilà, et du coup, donc on a fini avec ça. Hop. Donc là, on a le formatage de la carte, on a les fonctions du double slot. Donc moi, j'ai enregistrement photo-vidéo. Donc c'est là où vous mettrez méthode d'enregistrement, voilà, enregistrement sur deux cartes en même temps, ou ce qu'on appelle l'overflow, passer d'une carte à l'autre. Ce que je fais sur mes tests de surchauffe notamment. Et donc on a la destination de chaque chose si on utilise la méthode d'enregistrement associée. Si on enregistre sur deux cartes, il ne va pas vous demander où enregistrer. USB SSD, comme je vous l'ai dit, paramètres de dossier fichier, vous pouvez mettre le nom de ce que vous voulez, R117, 717 et R999. Paramètres, on peut changer, attends, dossier utilisateur, paramètres utilisateur, ah on peut, ah c'est pas mal ça, on peut mettre le dossier qu'on veut. Moi je suis plus fan de ce que fait Sony personnellement. Après, c'est pas un problème, c'est que vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc, moi j'ai mis A74. Et après, lui, il va mettre la date. Et après, son nom de fichier. Donc, en fait, vous n'avez jamais de redondance dans le fait d'avoir, deux fois le même fichier. Et c'est des fichiers qui sont en 1000. Donc, avant de passer au-delà de ça, remarque, tous les fichiers sont comme ça. Mais voilà, il y a vraiment ce truc du jour, donc vous pouvez vous retrouver facilement, par exemple, s'il passe les 9999 images, et ben, quand vous avez la date, vous savez si vous avez fait 20 000, 30 000, 40 000, voilà, vous pouvez comprendre comment ça marche si vous avez un archive de ce que vous faites. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas ici, mais bon, voilà, je discute alors qu'on n'est pas là pour parler de Sony, renumérotation des fichiers. Donc on peut mettre nos infos de copyright, artiste et titulaire des droits, hein, parce que je le rappelle, hein, comment le titulaire des droits, c'est par exemple, si vous êtes une entreprise de photos, enfin par exemple journaliste, machin, un truc comme ça, si vous faites des photos, vous êtes l'artiste, et si vous êtes le titulaire des droits d'auteur, c'est celui qui l'a demandé, et c'est celui qui vous paye pour faire les photos, et qui a le droit, puisque c'est ses photos au final à lui, et donc c'est pour ça qu'il y a les deux qui sont affichés ici. Hop, donc on a les modes d'économie d'énergie, 2 minutes, machin, alors mode veille, alors ça, je ne veux pas entendre parler de mode économie d'énergie, c'est horrible, donc on va dire non. Gestion de température sur high, alors c'est le mode qu'il va falloir utiliser si vous voulez utiliser la 6K plus de 30 minutes. Voilà, ça va genre juste faire en sorte que vous enregistriez ça le temps que vous voulez. Donc c'est un paramètre très intéressant. J'aurais peut-être dû en parler avant, mais j'y pensais plus. Donc on a l'affichage qui est de 60-60, donc vous pouvez le mettre à plus, donc peut-être pas l'écran, mais le viseur, vous pouvez le mettre à 120 fps, ce qui réduit la résolution, donc je préfère mieux avoir plus de résolution et moins de fps, surtout que ça n'empêchera pas le viseur d'être moins fluide la nuit, donc enfin, quand il fait sombre, donc je reste à 60p, puisque ça ne change absolument rien. Hop, AFC Speed Priority, donc je sais pas, ah oui, affichage, donc on peut mettre image ou qualité d'image, donc voilà, je l'ai mis en mode vitesse, bon, à savoir, je sais pas si ça fluidifie vraiment, on va paramètre de l'écran, donc hop, détecteur d'œil, voilà, on peut le détecter de loin ou de près. Donc là je pars un petit peu vite, je n'irai pas trop dans les modes streaming puisque c'était vraiment pour pouvoir vous parler du réglage rapide de l'appareil photo. Hop, connexion HDMI, donc avoir tout ce qui ira sur le niveau de luminance que vous avez disponible vis-à-vis de comment dire ça, du moniteur externe. Hop, sauvegarde des enregistrements. Voilà. Ici, on arrive à nos modes custom, donc je vais enfin pouvoir vous parler du premier mode C, donc on sauvegarde ici, donc voilà, ça, je suis en mode C3, et la particularité de C3, c'est d'avoir 9 réglages personnalisés, et C2, il y en a un
Et en C1, il y en a. On aurait pu avoir 9 réglages disponibles pour tous, mais voilà, c'est ça, on a quand même 9 réglages. Et contrairement à ce que je disais sur ma vidéo de test, on a quand même beaucoup plus de trucs disponibles, donc c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. Donc j'ai menti, on n'a pas juste 3 réglages personnalisés, on en a 9 disponibles, donc c'est vraiment très bien. Vous pouvez les renommer comme vous voulez, et donc lorsque vous arrivez ici, vous pouvez réenregistrer, mais Display vous permet de modifier le titre. Et donc si vous faites modifier le titre, faites juste attention, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais après, si vous voulez pas enregistrer, eh ben, vous devez faire oui et non après, puisqu'il va vous demander si vous voulez enregistrer les paramètres actuels, comme ici. Vous pouvez régler, charger des réglages personnalisés qui sont sur une carte, bien évidemment. Donc voilà, on peut faire ça, on ne va pas faire ça. Et on peut, donc, paramètres, voilà, c'est ici qu'on met les 9, sinon on en met moins, évidemment. On peut modifier le titre. Donc voilà, c'est une façon plus rapide, voilà, je viens de découvrir une façon plus rapide de modifier le titre, vous pouvez le faire ici. Retournez votre perso, c'est marrant ça. Sauf si, à la sortie de veille. Donc vous pouvez garder vos modes perso, comment dire ça, non modifiés, enfin modifiés à l'instant T. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'à la mise en route, pourquoi vous pouvez mettre oui, ça veut dire que du coup, les modifications, elles restent. Ce qui n'est pas vraiment ce que vous voulez. Sélection des paramètres à charger. Donc on peut laisser des paramètres qui sont... Enfin, on peut modifier des paramètres et on peut en laisser en fixe si on veut pas que ça change. Donc voilà, autant les régler soi-même, hein, personnellement. Sauvegarde, rétablissement des... Donc ça... Donc, voilà. Donc en fait, ça c'est intéressant, hein. Enfin, ça c'est intéressant. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Il y a vraiment ce paramètre qui est là, de dire vos paramètres personnalisés, est-ce que vous voulez qu'ils disparaissent pendant le formatage. Donc je pense savoir pourquoi c'est ici. Ça doit être sûrement, je sais pas. Est-ce que c'est, vous vendez l'appareil photo, vous voulez pas que vos paramètres personnalisés restent, ou si vous avez fait un shoot et vous voulez tout enlever, ou vous en avez marre, vous voulez changer tout, vous voulez... voilà. Mais je trouve ça un petit peu étrange. Donc ici, on peut effacer, si on veut. Tu vois, on peut même effacer directement les paramètres personnalisés. Ce qui est étrange. Ah, on peut les charger. Donc du coup, charger les paramètres. Ah non, d'accord. On peut mémoriser là-dessus. Charger ici. Voilà. Intelligent. Hein. Et les effacer ici. Et là, formatage, on peut enlever ce qu'on veut de l'appareil photo. Et on peut restaurer. Ce que je ne vais pas faire, bien évidemment. Hop, et on arrivera ici. Donc, du coup, voilà, parce que c'est pas très intéressant pour ce que je voulais vous dire sur l'appareil photo, ce qui est en dessous. Donc, ici, lorsqu'on arrive, le mieux, c'est de commencer par le réglage qu'on veut. Donc, il y a plusieurs choses qui vont être disponibles. Je vais aller dans le mode custom. Donc, ce mode-là, il permet de sélectionner ce qu'on veut. Donc, vous pouvez choisir dans le C3 exactement ce que vous voulez. Donc c'est pas mal. C8 et C9 ils sont pas encore attribués. Je les ai pas fait dans l'ordre, hein, bien évidemment, mais voilà, il y a un truc où c'est Vlogsika, donc en mode automatique avec les Kelvin à 5500. Là c'est OpenGate Sika Fastcam, c'est quand je vais être ici en train d'enregistrer. Full HD 120p, voilà, bah, c'est ce que c'est dit. Vlog, donc c'est la même chose que ça, mais je l'ai dit différemment parce que je l'ai fait après, et voilà, il y a plein de modes qui sont disponibles comme ça ici, et suivant ce que vous allez vouloir faire, vous pouvez ne pas vouloir faire la même chose. Ce que je vous conseille quand même, c'est de, de faire toute cette chose, d'enregistrer vos paramètres avant d'aller sur les modes custom. Donc passer les modes custom, et c'est bien qu'ils soient mis à la fin du coup. Donc arriver en mode vidéo après, du coup, une fois que vous avez bien enregistré ce que vous voulez, même si vous allez potentiellement changer d'avis en cours de route, régler le plus de trucs possible, parce que les Kelvin peuvent changer des tas de choses, par exemple en détection, par exemple le lot choisi, une fois qu'il est bon, vous enregistrez ça sur plusieurs modes personnalisés, 3 par exemple,
Et après, vous allez sur chaque mode personnalisé et vous modifiez, par exemple, le format d'enregistrement, donc le 6K, le 4K, la 60p, le fait d'être en SNQ ou les choses dans le genre. Et comme ça, vous aurez beaucoup moins de travail que repartir d'une page blanche à chaque fois. Et puis voilà, donc ça va un peu clôturer ça. Donc la seule chose qu'on pourrait avoir à dire, c'est à la fin, on a juste ce mode qui permet de personnaliser ce qu'on veut. Donc on peut ajouter dans la liste des persos ce qu'on veut. Voilà, le seul problème que j'ai avec ça, donc je l'ai mis là, mais je m'en sers très très peu, parce que si vous faites ça, usuellement, c'est pour aller plus vite, mais ça va pas vous apprendre l'ergonomie d'un appareil photo, et c'est plutôt frustrant, puisque, apprendre à utiliser un appareil photo, c'est comme ça qu'on aime l'ergonomie, et qu'on arrive à se retrouver dedans. Donc si on a un paramètre qu'on n'a jamais utilisé, on va être là perdu à pas savoir où il est, alors que si on cherche souvent dans les menus, on va trouver certains liens et finir par comprendre comment ça marche, et arrive un moment où on a une espèce d'épiphanie, et on se dit, voilà, ça va marcher comme ça marche comme ça, c'est super cool, je comprends mon boîtier. Quand je suis passé plusieurs fois ici, il y avait ce paramètre-là, il me servait pas, mais maintenant il me sert, donc je vais aller là. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec les modes personnalisés, où vous allez mettre exactement ce que vous voulez, mais dès que vous allez sortir des sentiers battus, et par exemple essayer de faire du streaming, vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais, où je vais, et puis voilà, surtout dans un boîtier comme ça, qui va vous demander. Alors certes, il y a une exception à ça, que là où je serais volontiers avec vous, c'est par exemple, lorsqu'on a perso AF, et juste au-dessus, voilà, focus. Alors qu'il y en a qui pourraient, des choses qui pourraient honnêtement aller au même endroit, que ça poserait pas de problème. Tu vois, par exemple, AFMF, pourquoi ça ne va pas directement ici? Donc peut-être que le mode personnalisé pourrait essayer de, comment dire ça, lier les deux, et ce serait plus pratique. Mais pour le reste, voilà tout ce qui était programmable dans le boîtier. Donc je le rappelle, il y a des choses assez intéressantes, comme le fait d'avoir sa liste d'enregistrement, sa bibliothèque de LUT, mais voilà, il faut trouver l'endroit où aller appliquer le LUT après. Les réglages autofocus, même si j'en ai pas forcément fait ici, enfin voilà, il y a tout un truc où vous pouvez aussi personnaliser vos touches comme vous voulez, et directement personnaliser la touche que vous voulez en faisant un appui long dessus. Plein de petites choses assez intéressantes. La possibilité de régler plein de paramètres en vidéo. Enfin, en audio, pardon, excusez-moi. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici. Je ferai certainement des tutos pour les fonctions spécifiques qui me demandent autre chose que mon enregistreur externe, ou de montrer ça de manière spécifique. Je pense que par exemple, comment le mode de recadrage live, je le ferai avec quelque chose qui filme derrière, parce que ça pose des problèmes lorsque ça rentre en interaction avec mon enregistreur externe. Mais voilà, j'arrête pas de parler. Je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, en espérant que ce tuto vous aura plu.